Je sais, ça fait un certain temps que je n'ai rien posté sur cette chaîne et je m'expliquerai sur les raisons de mon absence dans de futures publications. Aujourd'hui, si j'ai allumé ma caméra de manière imprévue et quand même un peu dans l'urgence, c'est pour faire une vidéo réponse à la dernière publication de la chaîne Antastasia qui s'appelle Nous toutes et la honte, une vidéo de 18 minutes. Antastasia, je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises puisque c'est une chaîne dont j'ai suivi le contenu de manière assidue pendant très longtemps. Et justement, le 6 janvier, elle publie 18 minutes de contenu dans lequel elle revient sur la polémique du communiqué de Nous toutes sur Instagram et les autres réseaux sociaux de l'association. Je vais remettre le contexte en place pour que tu puisses comprendre quelle est la polémique en question. Mais avant, je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas une incitation au cyberharcèlement ou au harcèlement tout court d'Antastasia, puisque il s'agit simplement de répondre à un propos public de manière publique. Et c'est tout à fait normal et ok de le faire. Et d'ailleurs, Antastasia elle-même l'a déjà fait à plusieurs reprises. Sur sa chaîne, tu peux trouver plusieurs vidéos dans lesquelles elle réagit au contenu d'autres créateurs et créatrices de contenu d'une manière qui n'est pas forcément élogieuse, tout simplement parce que ce sont des sujets à débat, des sujets sur lesquels il y a énormément de discorde, et donc voilà, j'aimerais, avec la même intention que la sienne, apporter un regard qui permette éventuellement à nos abonnés d'avoir une vision peut-être plus complète, plus exhaustive de la situation. Elle dit elle-même dans sa propre vidéo que c'est ce qu'elle a envie de faire pour ses abonnés, et je sais que nous avons beaucoup d'abonnés en commun, et c'est exactement ce que j'aimerais faire aussi. On va reprendre la polémique depuis le départ pour vraiment comprendre ce qu'il se passe. Donc tu as sûrement déjà vu ce type de publication sur les réseaux sociaux de Nous toutes. Ce sont des publications qui visent à comptabiliser le nombre de féminicides ayant eu lieu en France sur les différentes années. Nous toutes utilise ces chiffres depuis 2018 en se basant sur le recensement fait par un autre collectif féministe qui s'appelle Féminicide par compagnon ou ex. Ce collectif, composé exclusivement de bénévoles, est le seul en France à recenser les différents féminicides ayant eu lieu donc dans la sphère conjugale, puisque, comme son nom l'indique, les féminicides recensés concernent les meurtres par compagnon ou par ex, dans tous les cas dans la sphère privée et amoureuse. Donc, Nous toutes se basait sur les chiffres réalisés par ce collectif afin de faire le décompte annuel des féminicides ayant eu lieu en France. Rectification, en fait c'est une fausse information, l'idée comme quoi ce collectif serait le seul et unique à faire le décompte des féminicides dans l'année en France, puisque le ministère de l'Intérieur français mène une étude nationale annuelle sur les morts violentes au sein du couple. Tu peux trouver les études en question sur leur site que je te mettrai dans la description. Mais en effet, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est une information que l'on voit très fréquemment tourner, le fait qu'il n'y a que ce collectif qui comptabiliserait les féminicides. Or, ce n'est pas vrai. La plupart des médias, qu'ils soient sur les réseaux sociaux ou les médias mainstream, vont se baser sur ces mêmes chiffres lorsqu'il s'agit d'aborder la thématique du féminicide dans l'actualité. Or, le féminicide, dans sa définition, désigne le fait de tuer une femme en raison du fait qu'elle est une femme. C'est-à-dire que les meurtres ayant lieu dans la sphère conjugale ne représentent pas tous les féminicides qui ont lieu dans l'année. Et c'est là que commencent les problèmes, puisque des reproches ont été évoqués à propos de cette manière de faire le décompte. Et le collectif Féminicide par compagnon ou ex s'est défendu en disant que c'était un choix de prendre cet angle-là pour faire le décompte des féminicides et mettre en lumière les problèmes qu'il existe dans la sphère conjugale, ce qui est évidemment très important, puisque pendant longtemps, historiquement, on a considéré que les violences misogynes effectuées dans la sphère privée n'avaient pas lieu d'être sur la scène publique et encore moins sur la scène politique. Il est donc évidemment nécessaire et très important de mettre en lumière ces spécificités des différentes violences faites aux femmes puisqu'elles sont multiformes et elles méritent qu'on les précise. Le problème, c'est que lorsqu'on a fait le reproche à ce collectif-là de ne pas être exhaustif dans le décompte des féminicides et d'éventuellement revoir la façon de les comptabiliser en incluant les meurtres d'autres femmes, notamment les féminicides de travailleuses du sexe et les féminicides de femmes trans, il y a eu des réponses pour le moins houleuses et hostiles, notamment à l'encontre des trans-activistes. Et certaines personnes de ce collectif ont manifesté des opinions ouvertement transphobes.
Anastasia, d'ailleurs, partage ses opinions, elle le dit elle-même dans un screenshot que je te mets juste ici. Je ne vais pas m'attarder sur pourquoi cette opinion-là est transphobe, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais pour des précisions, je vais mettre dans la description des explications si cela t'intéresse. Et c'est là qu'on fait face à une première confusion. Pour la comprendre, je vais te lire un extrait du communiqué de Nous Toutes qui explique qu'elles ne vont plus se baser sur les chiffres du collectif féminicide par compagnon ou ex, et elles vont donc faire un thread sur Twitter et des posts sur Instagram pour expliquer pourquoi. Une partie de ce communiqué est le suivant. Nous toutes considèrent qu'il est essentiel de visibiliser toutes les femmes qui sont assassinées parce qu'elles sont des femmes. Nous sommes donc en réflexion sur la meilleure façon de le faire en incluant les féminicides hors du couple, qu'ils concernent des femmes cisgenres ou transgenres avec les moyens dont nous disposons à notre échelle. Nous sommes ouvertes à toute proposition, aide et piste de réflexion. Quelle est donc cette première confusion? Quand on écoute la vidéo d'Anastasia et quand on lit les réactions des personnes qui sont indignées par ce changement de position, ce qu'on comprend, c'est que Nous Toutes va arrêter de visibiliser les féminicides sous prétexte qu'elles ne veulent pas être associées à un collectif qu'on accuse de transphobie. Donc ça, c'est le premier malentendu. Sauf qu'en fait, il ne s'agit pas de ça. En effet, il serait complètement absurde et ridicule, et là-dessus je rejoins Anastasia, d'invisibiliser des meurtres misogynes sous prétexte que le collectif qui comptabilise ces meurtres a quelques divergences d'opinion avec les nôtres. Encore faudrait-il que ces soi-disant divergences d'opinion en soient réellement, puisqu'en réalité, ce qui est considéré comme de simples débats au sein d'un même féminisme sont en réalité des positionnements politiques antagonistes très lourds en termes d'enjeux. Non, la transphobie n'est pas simplement une divergence d'opinion, au même titre que le racisme n'est pas juste une divergence d'opinion, au même titre que l'homophobie n'est pas juste une divergence d'opinion, etc., etc. Je pourrais m'étaler longuement sur la force politique et le pouvoir et l'impact que représentent les mouvements entre guillemets féministes qui excluent ouvertement l'existence même des personnes trans, voire même qui sont critiques à l'égard du concept même de genre, puisqu'il y aurait énormément de choses à dire. Je vais mettre dans la description des ressources qui vont plus loin si ça t'intéresse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que non, il ne s'agit pas d'une petite tension en interne qui exciterait des personnes concernées, bien trop susceptibles ou égocentriques. Ici, il s'agit d'enjeux politiques visant à porter atteinte aux conditions matérielles de vie d'une population vulnérable, ici les personnes trans, mais on pourrait aussi étendre la critique à d'autres populations vulnérables, comme par exemple les travailleurs et travailleuses du sexe. Et donc, les revendications de ces groupes féministes anti-trans touchent directement à la vie, à la survie et au bien-être, tout simplement, quotidien des personnes concernées. Alors là, on s'éloigne un peu du sujet puisque on parlait à la base de Nous Toutes et là je suis en train de te parler des revendications politiques des groupes radicaux, entre guillemets féministes, anti-trans, et donc ça mériterait que je fasse une vidéo à part entière. Cependant, il y a déjà plein de personnes qui en ont parlé, donc à nouveau je vais mettre des ressources en description. Pour en revenir à notre sujet, donc la première confusion concerne le fait que non, Nous Toutes ne s'est pas désolidarisée du collectif féminicide par compagnon ou ex, parce qu'elles auraient peur de juste passer pour des transphobes. Et ça, c'est ce que dit Anastasia en les qualifiant carrément de trouillardes. En ce qui concerne les propos directement tenus dans la vidéo d'Anastasia, je vais m'y attarder dans la deuxième partie de la vidéo où je vais commenter certains passages précis, en donnant le minutage aussi pour que tu puisses vérifier par toi-même que je ne déforme pas ce qu'elle dit. Mais pour donc revenir à cette histoire de confusion, le vrai fond du problème, et ce qui fait que Nous Toutes a décidé de changer son positionnement politique, c'est justement le fait que dans le comptage des féminicides, on n'inclut pas la totalité des féminicides qui ont lieu dans l'année. D'ailleurs, le collectif féminicide par compagnon ou ex s'est défendu des accusations de transphobie en disant que si des personnes trans ne figuraient pas dans le décompte, c'est tout simplement parce que dans la sphère conjugale, il n'y a pas eu de meurtre de femmes trans par compagnon ou par ex. Évidemment qu'on ne va pas inventer des morts pour dire qu'il y a des femmes trans dans le décompte pour le principe d'inclure des femmes trans. C'est complètement absurde et absolument personne ne demande ça, mais absolument personne, contrairement à ce que peuvent dire certaines féministes qui sont ouvertement transphobes. Cependant, le débat porte sur le fait qu'il y a des biais
et des représentations sociales qui pèsent sur la manière dont on recense ces meurtres et la manière dont on les traite médiatiquement. Et ça, c'est un point extrêmement important, parce que comme ça, vu de l'extérieur, on pourrait se dire qu'en fait, on est en train d'accuser ce collectif d'exclure délibérément, de façon malveillante et gratuite, un certain type de population, un certain type de féminicide, sans raison apparente. Mais en fait, il ne s'agit pas de porter ce genre d'accusation, il s'agit de questionner les biais que l'on a tous et toutes, et surtout de voir quelles sont les conséquences de ces biais. C'est justement ce que Nous Toutes a commencé à faire, puisque dans son communiqué, Nous Toutes dit que maintenant, elles vont comptabiliser les féminicides d'une autre façon, afin de donner de la visibilité aux autres populations hautement vulnérables de femmes qui sont touchées par cette violence. C'est à cause de ce changement de méthodologie et de point de vue afin d'être plus exhaustive et plus complète sur la question du féminicide que Nous Toutes a perdu toute forme de crédibilité aux yeux de certaines féministes comme Anastasia, qui y voit un aveu de faiblesse, un échec face à ce grand, méchant, violent et insidieux lobby trans-activiste, je reprends ces termes, je n'invente rien, et qui considère que les 20 000 personnes ayant liké ce post sur Instagram sont toutes, sans exception, des êtres profondément idiots et stupides, selon ces termes à nouveau, incapables donc de réfléchir par elles-mêmes. Nous y reviendrons lorsqu'on va analyser le discours directement de la vidéo. On va continuer du coup sur un extrait d'un post de Tal Madesta sur Instagram qui donc exprime son avis sur la question. Et une des slides de ce post dit la chose suivante. Bien sûr que les solutions politiques à apporter à chacune de ces situations ne vont pas être précisément les mêmes, de la même manière que l'on n'apporte pas exactement les mêmes solutions politiques à la question des viols, selon qu'ils soient le fait de son patron, de son père ou de son mari. Pour autant, il s'agit du même problème. Le féminicide est, dans tous les cas, et peu importe ses modalités, la forme la plus violente de la domination patriarcale qui peut être exercée à l'encontre des femmes. La proposition est donc de regrouper tous les types de féminicides, quitte à en faire des typologies, comme c'est déjà le cas en Espagne, comme on peut le voir sur le site feminicidio.net, qui recense les féminicides ayant lieu en Espagne en fonction de différents critères. On y retrouve des féminicides faits par conjoint ou ex, on y retrouve des féminicides lesbophobes, on y retrouve des féminicides transphobes, on y retrouve des féminicides infantiles, etc. C'est une manière de recenser et de visibiliser les différents féminicides en étant exhaustif et en donnant de l'importance à chacun de ces cas de figure. Anastasia, et elle n'est pas la seule à avoir évoqué cette solution, explique que si les personnes trans ou les travailleuses du sexe ne sont pas contentes du décompte de féminicides, elles n'ont qu'à faire leur propre décompte de leur côté. Comme si ces populations très spécifiques avaient les mêmes moyens, les mêmes recours, la même visibilité, la même capacité d'expression dans la sphère publique que les autres. On sait très bien que ce n'est pas le cas, sinon elles ne se battraient pas pour qu'on reconnaisse leur existence et leurs droits les plus fondamentaux. En effet, ces décomptes spécifiques existent. Par exemple, l'association Jasmine en France comptabilise les meurtres de travailleuses du sexe chaque année et l'association Transgender Europe, désolé c'est mal prononcé, s'occupe de comptabiliser les meurtres transphobes autour du monde. Donc ces décomptes existent bel et bien, mais ils sont bien moins visibilisés et bien moins relayés dans les différentes sphères militantes et par extension dans les médias mainstream. Et justement, tout le propos de cette polémique est de faire en sorte qu'elle soit inclue avec la même visibilité que les féminicides par compagnon ou par ex, déjà que ces féminicides-là sont pas hyper visibilisés non plus. Il est important de noter que dans cette grande catégorie que représentent les femmes, il existe des sous-groupes féminins spécifiques hautement vulnérables et bien plus à risque de vivre de la violence et des meurtres que les autres. Et non, il ne s'agit pas de faire une course à la victimisation, un concours de qui est-ce qui souffre le plus afin d'avoir de l'attention, comme le dit ouvertement à nouveau Anastasia. Il s'agit plutôt de se baser sur les études faites en sciences sociales dans de très nombreux pays, depuis plusieurs décennies, qui montrent factuellement par des études quantitatives que certaines caractéristiques qui s'ajoute au fait d'être une femme, augmente drastiquement le risque d'être violée, frappée et tuée. Il y a donc certaines catégories de femmes qui subissent
plusieurs oppressions à la fois, ce qui augmente de façon exponentielle le risque qu'elles subissent des violences misogynes. Je mettrai les sources dans la description, mais aujourd'hui en France, une femme trans, proportionnellement à la population dont on parle, a 3 fois plus de chances de subir un féminicide qu'une femme cis, et une femme travailleuse du sexe a 25 fois plus de chances de subir un féminicide qu'une femme qui n'est pas travailleuse du sexe. Je ne vais pas m'amuser à donner un cours de méthode quantitative dans cette vidéo, mais pour résumer grossièrement, prendre les chiffres de meurtres spécifiques sur l'année n'est pas représentatif dans l'absolu de la proportion que représentent ces morts au sein de la population qui nous intéresse. Pour te donner un exemple, en Suisse, on comptabilise à peu près un féminicide toutes les 2 semaines. Vu comme ça, on pourrait se dire qu'en Suisse, il n'y a pas tant que ça de féminicides comparé à la France qui comptabilise un féminicide tous les 3 jours, si on en croit les chiffres qui étaient utilisés jusqu'à maintenant par le collectif dont on parle depuis le début. Or, lorsqu'on met ces chiffres en relation avec la quantité de femmes qui vivent en Suisse, on se rend compte qu'en réalité, la fréquence est à peu près la même que celle qu'il y a en France. Les chiffres sont juste plus bas parce que nous sommes drastiquement moins nombreux dans notre pays. Et donc, ça fait que les chiffres sont plus petits. Mais si on fait un rapport de proportionnalité, il est à peu près équivalent à ce qu'il se passe en France. C'est tout. On retrouve des dynamiques similaires d'un pays à l'autre qui montrent que factuellement, oui, les femmes, lorsqu'elles sont précaires, lorsqu'elles sont travailleuses du sexe, lorsqu'elles sont trans, lorsqu'elles sont handicapées, sont hautement plus à risque et subissent en effet factuellement plus de violence que les autres populations de femmes qui ne remplissent pas ces critères précis. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome de la femme blanche disparue, en anglais le White Woman Missing Syndrome? Avant de t'expliquer pourquoi j'en parle dans cette vidéo, je vais te lire une définition tirée de Wikipédia parce que c'est la plus courte et la plus simple que j'ai trouvée, qui nous dit que cette expression illustre un biais médiatique. Les affaires, souvent des disparitions impliquant des femmes blanches, jeunes et jolies de classe moyenne supérieure, semblent bénéficier d'une couverture médiatique plus importante que celles impliquant des hommes ou des femmes non blanches, de classe sociale pauvre ou populaire, jugées de moindre intérêt. Il peut s'agir en particulier de personnes SDF, de prostituées ou de personnes au physique ordinaire. En gros, c'est un biais qui montre qu'en fonction du statut social de la victime, la couverture médiatique et même le traitement juridique de l'affaire ne sera pas de même qualité. En effet, lorsqu'une victime est blanche de classe moyenne supérieure, comme l'explique la définition, valide, mince, etc., la façon dont on va couvrir l'affaire dans les médias ainsi que les enquêtes qui vont suivre, souvent sont bien mieux effectuées que lorsque la victime ne remplit pas les bonnes cases du statut social. Et non, ce n'est pas une invention sortie du chapeau des transactivistes queer, intersectionnels, libéraux ou je ne sais quoi, c'est un concept qui est étudié en sciences humaines et sociales. En effet, le statut social de la victime va complètement influencer sa couverture médiatique et même sa résolution. Certains cas sont qualifiés d'accidents alors que ce sont des meurtres, juste parce que la victime ne correspond pas au bon profil de la victime. Les ressources de la famille de la victime vont aussi compter, parce que certaines victimes n'ont pas des familles qui peuvent dépenser des milliers d'euros pour faire une campagne médiatique, pour faire des recherches, en cas de disparition par exemple, etc. Bref, donc et il est important de prendre en considération le fait que oui, ces facteurs sociologiques pèsent dans la balance et ils méritent qu'on les mette en lumière, d'où l'intérêt que nous toutes fassent ce changement de paradigme, ce qui, je pense, est extrêmement important. Et non, je ne pense pas que le fait d'inclure différentes typologies de féminicide afin d'être plus complet va masquer la spécificité qu'il y a au sein de la conjugalité. Je ne vois pas pourquoi ce serait incompatible. Bien sûr qu'on peut parler des autres types de féminicide et de quand même mentionner qu'il y a des dynamiques spécifiques au couple et à la conjugalité en termes de violence. En fait, c'est pas parce qu'on parle d'un truc qu'on va forcément invisibiliser une autre. Mais ça, c'est la rhétorique préférée des féministes anti-transactivistes, puisqu'elles utilisent toujours cette expression, qui sont convaincues qu'en fait, plus le transactivisme avance, moins les questions féministes vont être mises en lumière. Or, je ne suis pas trans et je ne me suis jamais sentie invisibilisée par le discours d'une personne qui parlait en son nom par rapport à une oppression qu'elle vivait et que moi je ne vis pas. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais revenir sur des extraits précis du discours d'Antastasia dans sa vidéo. J'ai retranscrit presque mot pour mot certains extraits qui m'ont paru vraiment profondément choquants.
Donc on va prendre à partir de 5 minutes 57. Elle dit la phrase suivante. Le transactivisme, à l'heure actuelle, bien loin de se soucier réellement du droit des personnes trans, est plutôt dans une course à l'oppression, et ne supporte pas qu'apparemment cette communauté ne soit pas la communauté la plus victimisée, la plus harcelée, la plus tuée et la plus violentée. Il et elle devraient se réjouir de ne pas figurer dans ces statistiques, mais au lieu de s'en réjouir, ils préfèrent attaquer ce collectif en les accusant de transphobie. Alors j'aimerais répondre 3 choses à cet extrait. Déjà, on va commencer par la première partie. Elle dit que le transactivisme est loin de se préoccuper du droit des personnes trans. C'est sûr, Antastasia, qu'avec le contenu que tu nous as fait ces derniers mois / années à propos de la question trans, tu participes bien plus au fait que ces personnes soient respectées, mais ça c'est une autre histoire. Le transactivisme, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, je pense que c'est le militantisme trans. En tout cas, c'est ce que je comprends. Mais visiblement, pour des personnes comme Antastasia, il y aurait les gentils militants et militantes trans qui font bien leur travail et qui ne piétinent pas la sphère féministe, et il y aurait les transactivistes, ces activistes trans qui ne font absolument rien de bien et qui cherchent à invisibiliser les femmes. Bref, qui sont majoritairement composés de mâles avec des chromosomes XY, n'est-ce pas ? Alors on va voir du coup qu'est-ce qui se passe en France du côté des transactivistes. Donc nous avons l'association Accept ST qui est en contact constant avec la mairie de Paris pour faire du lobbying, qui paye des nuits d'hôtel, de la nourriture, des titres de transport aux personnes trans précaires et qui, pendant le confinement, a organisé des livraisons pour venir en aide aux personnes trans qui en avaient besoin. Ensuite, nous avons le collectif Soutien Transfemme qui organise des groupes de parole pour les femmes trans. Nous avons le collectif Femmes Trans Gang qui organise des ateliers d'autodéfense et des collectes de vêtements ainsi que d'autres activités. Nous avons le collectif qui s'appelle Le Flirt qui est en contact avec des psys, qui paye des suivis psychothérapeutiques aux personnes trans, en plus de faire des groupes de parole et d'autres activités. En fait, je me pose vraiment la question de qui est Antastasia pour partir du principe que les associations communautaires ne se soucient pas du droit des personnes trans. Est-ce que tu es une personne trans ? Est-ce que tu côtoies même des personnes trans ? Parce que franchement, quand j'écoute les vidéos à ce sujet, parce que ce n'est pas la première vidéo dans laquelle elle exprime des opinions qui sont, je m'excuse, mais c'est factuel, qui sont transphobes, on dirait vraiment que tu ne côtoies pas de personnes trans. Franchement, je me demande comment on peut côtoyer des personnes trans et tenir de tels propos. Ensuite, j'avais envie de revenir sur la partie dans laquelle elle dit qu'en fait, c'est une communauté qui ne supporte pas d'être la plus victimisée, harcelée, tuée ou violentée. Alors, je ne sais pas du coup si t'as bien suivi, mais justement, c'est parce que dans les faits, c'est la communauté qui est le plus violentée, tuée, stigmatisée, etc., qu'on demande justement à ce qu'elle soit prise en considération au même titre que les autres victimes. Est-ce que tu comprends le glissement? D'ailleurs, à ce sujet, il y a une étude faite par Melissa Decker and al., faite en 2018, qui parle de ça. Je vais lire une citation qui n'est pas de moi, mais qui résume en gros l'étude. Concernant l'identité et l'expression de genre, les personnes trans sont immensément plus à risque de subir des violences conjugales. Ces résultats sont confirmés dans plusieurs études. Il y aurait 2,5 et 4 fois plus de risques de violences conjugales physiques et sexuelles pour les personnes trans que pour les femmes cis. Plusieurs études pointent que ces statistiques reproduisent aussi la différence homme-femme, à savoir que les femmes trans ont plus de risques que les hommes trans de subir des violences conjugales. Je mets le lien de l'étude dans la description. Donc oui, en effet, c'est le cas. Elles sont en effet plus à risque, et ce n'est pas qu'elles en ont envie, c'est juste que c'est le cas. À 6 minutes 57, Antastasia nous dit que les accusations faites contre le collectif féminicide par compagnon ou par ex sont erronées et fallacieuses. Pourquoi? Parce qu'elles auraient déjà partagé, à 2 reprises, si je ne me trompe pas, des cas de féminicide ayant eu lieu hors sphère conjugale, et en plus incluant le meurtre de 2 femmes trans. Et attention, roulement de tambour et cerise sur le gâteau, elles ont bien genré les victimes, donc on peut pas dire qu'elles sont transphobes. Non mais pardon, mais ça ne veut absolument rien dire. Encore heureux qu'elles les aient bien genrées, c'est un peu le strict minimum quand même, mais c'est pas parce qu'elles ont bien genré 2 victimes trans que ça les dédouane complètement des accusations de transphobie. Je ne vois pas le rapport. Bien sûr que tu peux bien genrer quelqu'un et quand même te montrer transphobe. C'est pas un argument recevable, et je suis choquée qu'une personne aussi intelligente qu'Antastasia, parce qu'il faut quand même le reconnaître, c'est une personne extrêmement intelligente, qui en plus de ça est professeure, fasse ce genre de parallèle. À quel moment, parce que tu genres bien quelqu'un, ça veut dire qu'on peut jamais t'accuser d'être transphobe?
C'est vraiment la base de la base, le plus strict minimum que tu peux faire pour montrer du respect aux personnes trans. Mais bon, revenons donc au fait que, en effet, le collectif a déjà partagé de façon ponctuelle des féminicides en dehors de la conjugalité. Et bah ça montre justement qu'elles sont capables de les comptabiliser et de les inclure dans leurs statistiques. Et j'ai envie de te dire, c'est absolument pas une caution. C'est pas parce qu'elles en ont parlé une fois ou deux que du coup ça veut dire qu'on peut se laver les mains et plus jamais le mentionner. Justement, bah c'est l'occasion de dire ce serait cool qu'il y ait des organismes et des structures qui les prennent en considération et qui leur donnent autant de visibilité que les autres féminicides. That's it. Et c'est exactement ce que nous toutes veut faire. Et du coup, c'est des mauvaises féministes à cause de ça. Eh ben, alors après elle dit des choses sur lesquelles je suis déjà revenue, mais à 9 minutes 43, elle fait référence à des accusations qu'il y a eu contre le collectif Nous Toutes, notamment au mois de novembre dernier. Alors je cite à nouveau Anastasia, « Nous Toutes a été sous le feu des attaques du transactivisme pendant quelques temps parce qu'elles auraient mal choisi leur jour de manif, et leur jour de manif aurait été celui du souvenir trans. Bref. Et donc elles auraient été ouvertement transphobes. » Sous-entendu, bah non, c'était pas le cas, elles ont choisi leur manif ce jour-là, what's wrong? Je vois pas le problème. Alors si tu savais pas, le 20 novembre, c'est le Trans Day of Remembrance, en gros le jour du souvenir trans, une journée mondiale qui vise à commémorer les morts de personnes trans, non pas seulement des femmes trans, mais de toutes les personnes trans, dues à la transphobie, incluant notamment les personnes qui ont été poussées au suicide à cause de la transphobie de leur environnement et de la société en général. Donc oui, l'année passée, Nous Toutes a décidé de faire une marche nationale dans toute la France précisément ce jour-là, et des gens leur ont dit « En fait, vous pouviez pas choisir un autre jour que le seul jour de l'année dans lequel on va commémorer nos morts, en fait ?» D'autant plus que la journée internationale contre les violences faites aux femmes a lieu le 25 novembre. Il suffisait d'attendre 5 jours pour organiser cet événement national. Donc les accusations ne sont pas infondées. Oui, Nous Toutes, à ce moment-là, a fait des choix, et c'était des choix qui étaient questionnables. Et ce qui est super, parce qu'il faut quand même qu'on le note, hein, c'est que un organisme aussi grand, aussi puissant que Nous Toutes, puisque c'est la première structure féministe de France, je le répète, est capable, contrairement à Anastasia, de se remettre en question sur ces sujets et de se rendre compte qu'en fait les gens, s'ils gueulent, s'ils s'indignent, c'est pas juste parce qu'ils sont égocentriques ou narcissiques ou qu'ils ont des problèmes ou je ne sais quoi, c'est qu'en fait il y a de réels enjeux sociaux derrière. Et est-ce qu'on peut relever quand même cet immense paradoxe qui est le suivant, celui de dire d'un côté aux personnes trans « Eh, vous avez qu'à faire votre comptabilisation de vos morts », dans votre coin, de manière spécifique, avec vos chiffres, avec vos statistiques, etc. N'empiétez pas sur le terrain des féministes. Et de l'autre côté, ne pas voir le problème dans le fait d'organiser un événement féministe national la seule journée où on commémore les morts trans. Là, il n'y a pas de problème d'invisibilisation. Non. Franchement, moi je comprends plus là, je suis perdue. Et c'est intéressant de noter que dans l'histoire même du féminisme, cette rhétorique-là, le fait de dire « nous, on parle de nous », et vous, vous parlez de vous, parce que vous n'êtes pas nos semblables, et vous ne méritez pas qu'on vous inclue dans nos revendications féministes, c'est du pré-mâché, c'est des trucs qu'on a déjà vus plusieurs fois. On l'a vu notamment entre féministes blanches et féministes noires. Pendant longtemps, il y a des féministes blanches qui se disaient « mais en fait, vos questions là, nous, c'est pas notre problème. Pourquoi vous voulez qu'on parle de vous? On n'a pas les mêmes problèmes. » Et c'est arrivé aussi entre féministes hétéros et féministes lesbiennes. Et c'était des gros clivages. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, ça va de soi que lorsqu'on parle de féminisme, on inclut aussi d'autres profils de femmes en fait. Mais visiblement, en ce qui concerne les femmes trans, il y a encore du chemin à faire. On va revenir au discours qu'elle tient dans la vidéo, donc là elle nous parle du fait que Nous Toutes a été taxée de transphobie à plusieurs reprises, et elle continue à 10 minutes 11 en disant « Et là, comme par hasard, c'est extrêmement bienvenu pour elle de prétendre ne pas être du tout transphobe, et elle cède comme des trouillardes, il faut bien le dire, à une intimidation qui est extrêmement violente, et qui est extrêmement insidieuse, et qui est généralisée, et qui est également constante de la part de ce transactivisme. Donc il ne faut même pas y voir ne serait-ce qu'une naïveté ou une forme d'idiotie ou d'ignorance, je pense que c'est bien moins innocent que ça. En fait, je trouve ça hallucinant qu'à aucun moment dans ton raisonnement, tu te dises que juste peut-être elles ont des bonnes raisons de changer d'avis. Et en fait, moi je le vois tout le temps, hein, parce que quand je fais des vidéos où j'expose mes idées, à chaque fois j'ai une vague de féministes qui viennent me dire « Tu n'as rien compris,
Tu es complètement lavé du cerveau, c'est du libéralisme pur et dur, il ne faut pas céder à la bien-pensance, tu répètes comme un robot ce qu'on te demande de répéter, etc. etc. En fait, ces personnes-là, quand elles parlent du lobby transactiviste, quand elles défendent corps et âme J.K. Rowling, donc celle qui a fait Harry Potter et qui justement est ouvertement transphobe constamment, toutes ces personnes-là qui disent qu'en gros le transactivisme en fait c'est des hommes déguisés en femmes qui cherchent à nuire au féminisme, qui cherchent à continuer d'exposer leur masculinité toxique antérieure, etc. En fait, ces discours-là, c'est l'équivalent en sciences sociales des discours des platistes. Tu sais, les gens qui pensent que la Terre est plate. Ce n'est pas vrai! Il s'agirait à un moment de juste se mettre à jour en fait et de comprendre que on s'accroche perpétuellement à des principes conservateurs en l'occurrence, parce qu'en fait, oui, certaines, et je parle pas forcément d'Antastésia, mais certaines de ces féministes qui se revendiquent anti-transactivisme, etc., n'ont aucun problème à montrer leurs affinités avec l'extrême droite. Et en fait, je parle aussi de personnes en France connus pour ce genre de positionnement, qui vont sans aucun problème faire copain-copain, enfin plutôt copine-copain, ou bref peu importe, mais qui vont faire ami-ami avec des personnes reconnues comme faisant partie de l'extrême droite. Donc c'est pas juste des petites tensions vite fait au sein du féminisme, non, non, enfin c'est très sérieux en fait. À 14 minutes 04, franchement j'ai sauté plein de passages parce que franchement ça vaut pas le coup, et ça commence à devenir tellement long là, ça fait 4 heures que je tourne. Décidément, mon comeback sur YouTube c'est que des vidéos qui durent une éternité, bref, comme si c'était pas déjà assez long. Donc à 14 minutes 04, elle dit « Un autre point qui me semble important de préciser, c'est qu'en fait, nous toutes là, préfèrent ne plus publier, ne plus partager le compte des féminicides, donc préfèrent laisser les femmes qui ont été victimes, qui ont été assassinées par des hommes absolument odieux de côté. Comme ça, parce qu'il ne faudrait surtout pas être associé à quelqu'un ou à un collectif accusé de transphobie. Elles préfèrent laisser les familles comme ça, sur le côté, sans aucune honte, mais vraiment, elles sont tranquilles, leur poste était à vomir. » Donc on est quand même presque à la fin de la vidéo, et elle continue de penser que le revirement de nous toutes, c'est vraiment juste parce qu'elles ont peur d'être cancel sur Twitter. Elle dit quand même que ne pas faire le décompte de cette manière, c'est laisser les familles sur le côté. Comme si le fait de comptabiliser et de médiatiser les chiffres des féminicides, c'était la seule chose qu'on pouvait faire pour les familles. Mais en fait, ça, évidemment, ça fait avancer l'histoire, ça fait visibiliser la cause, etc., bien sûr. Mais en fait, la prise en charge des familles, des victimes, de l'entourage, etc., elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus avancée que de juste faire un post Instagram pour dire « Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier et il y a eu tant de victimes de féminicide ». La prise en charge des familles, c'est pas ça, en fait. C'est quoi le rapport à nouveau? Enfin bref. En fait, c'est un outil parmi d'autres. Il y en a plein d'autres des outils. Et c'est pas parce que tu dis « je vais comptabiliser différemment les féminicides à partir de maintenant » que tous les autres outils, tu les fous à la poubelle. Et que ton outil d'ailleurs que t'es en train de mettre à jour, il ne vaut plus. Bien sûr, il va juste être plus complet. Est-ce que c'est si compliqué à comprendre? À 16 minutes et 16 secondes, elle dit que les transactivistes ne supportent pas de ne pas être au centre de tout, que ces personnes seraient prêtes à presque s'inventer des oppressions et des crimes pour pouvoir être au centre de tout. La théorie du complot! Ah! Et nous toutes est donc impardonnable aux yeux d'Antastésia. Après elle fait une parenthèse sur le pardon, comme quoi elle n'est pas bien placée pour dire qui doit être pardonné ou pas. J'ai pas compris, bref. Elle dit quand même que nous toutes est devenu un collectif dangereux et indécent. Et quand je vois qu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont capables d'aimer bêtement, mais alors dans la bêtise la plus totale, cette déclaration misogyne et extrêmement violente pour toutes les victimes, je trouve ça absolument terrible et affreux. Oui, le lobby LGBT, le lobby transactiviste a créé des clones et fait qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ne comprennent rien à rien et qui soutiennent des valeurs sans aucun fondement argumentatif et sans aucun bon sens. En fait, ce que l'on peut constater dans son discours, c'est qu'il y a vraiment la rhétorique du complot. C'est une rhétorique alarmiste, un peu à l'image des racistes xénophobes en France qui disent qu'en gros, les problèmes de la France, ou les problèmes de la Suisse, ou les problèmes de l'Europe, ou de où tu veux, c'est à cause des étrangers qui viennent prendre le travail des personnes qui habitent sur le territoire, etc. C'est vraiment le discours de « vous devez avoir peur ». Vous devez faire attention, ils s'infiltrent, ils sont partout, et en fait, ils vous lavent le cerveau. Récemment, il y a quand même quelqu'un qui a dit à Tal Madesta tu dois sortir de l'emprise de
X autres personnes, sous-entendu que Tal n'est pas capable d'avoir une pensée critique. Tu penses qu'on est complètement imbécile et qu'on n'est pas capable de défendre des opinions parce qu'on pense qu'elles sont bien fondées et parce qu'on a des arguments et parce qu'on a des faits et parce qu'en fait on a carrément des centres de recherche entiers qui étudient ces questions-là depuis longtemps. Mais attention, parce que ça c'est aussi un argument de ce groupe-là de féministes qui exclut les personnes trans, les sciences sociales, c'est... Non, hein. Ah non, c'est de la pseudo-science. C'est des personnes qui sont du côté de l'islamo-gauchisme ou je ne sais quoi encore, parce que oui, il y a eu aussi mention de la religion ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Il y a vraiment des personnes qui pensent que ce qu'on fait en sociologie, que ce qu'on fait dans les autres sciences sociales, parce que ce n'est pas que en sociologie qu'on étudie ce genre de choses, c'est souvent pluridisciplinaire en fait, les études qu'il y a à ces sujets-là, en fait, ces personnes pensent que non, c'est du complot aussi, c'est de l'instrumentalisation libérale, etc. Bref, on a de beaux jours devant nous, ça s'annonce super bien. Je l'ai déjà dit, mais je vais vraiment insister là-dessus. Les personnes qui voient cette vidéo, s'il vous plaît, n'allez pas harceler ni Anastasia, ni Marguerite Stern, ni Dora Muto, ça ne sert à rien. Déjà de 1, ça va juste les mettre encore plus mal. Ce sont des personnes qui souffrent déjà assez. En tout cas, Marguerite Stern et Dora Muto, je sais que ça va pas du tout, qu'elles vont vraiment pas bien. Ça ne veut pas dire que les personnes trans impactées par le discours ne vont pas bien du tout, sinon j'aurais pas fait cette vidéo qui dure je ne sais pas combien de temps, bref, mais en l'occurrence, ça ne va rien apporter de bon et ça ne va surtout pas permettre à ces personnes d'ouvrir la possibilité, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de remettre en question ce qu'elles pensent sur ce sujet. Et c'est pas comme ça qu'on va réussir à contrebalancer le poids politique des discours qu'elle véhicule. Après, nous avons un problème, c'est le fait que dès qu'on évoque une opinion opposée en public, à des discours qui sont tenus en public, eh ben elles vont considérer que c'est déjà du harcèlement. Franchement, si on part de ce postulat, du coup, pourquoi après toujours parler de la liberté d'expression? Parce que ces personnes, quand les gens leur disent « Eh, ce que tu dis c'est transphobe », le premier truc qu'elles vont te répondre c'est « Je fais usage de ma liberté d'expression, tu me censures, dictature trans, etc. » Donc je considère en fait qu'à partir du moment où une personne qui symboliquement a une image publique, s'adresse à plusieurs personnes, a de l'influence, à partir du moment où elle tient des propos publics, on peut et on doit y répondre de manière publique. Mais c'est pas parce que je sais que ça va se passer comme ça que je cautionne ou je tolère le fait qu'on aille s'en prendre à elle d'une quelconque manière, d'ailleurs à elle ou à qui que ce soit d'autre. Vraiment, si tu veux me rendre service, ne le fais pas, s'il te plaît, j'insiste là-dessus. Je pense que le message est passé, je vais m'arrêter là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et souhaite-moi bonne chance, voilà, bisous!